Faure Gnassingbé, candidat à la présidentielle du 15 avril prochain au Togo, il a été investi hier mercredi par son parti. Le Niger a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de Aïchatou Boulama qui remplace ainsi Mohamed Bazoum, détaché pour préparer la présidentielle de 2016. Enfin, au Burkina Faso, la polémique s'enfle autour du choix des entraîneurs des étalons qui sont en perte de performance. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous allons commencer par l'actualité au Togo. Le président Faure Gnassingbé a été investi mercredi par son parti comme candidat à la prochaine élection présidentielle. La Convention nationale a unanimement choisi de vous investir, vous, Faure Gnassingbé, comme candidat de notre grand parti à la prochaine élection présidentielle, a déclaré le premier vice-président du parti UNIR, Union pour la République au pouvoir, un parti dont 700 délégués étaient réunis pour une convention d'investiture à Kara, à 420 km au nord de Lomé, la capitale. Je dis oui, parce que je compte sur Dieu et parce que vous êtes à mes côtés. Je dis oui car je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons nous montrer à la hauteur de la confiance que les Togolais placent en nous, a répondu Faure Gnassingbé. Toujours au Togo, on connaît désormais la date de la prochaine élection présidentielle que le pays s'apprête à organiser cette année. Le Conseil des ministres réuni mardi dernier dans le nord du pays a retenu la date du 15 avril prochain pour la tenue du scrutin. Le Conseil des ministres tenu à Pia, dans le nord du Togo, a mis fin aux spéculations suscitées par la date du 21 avril retenue par la Commission électorale nationale indépendante. Le premier décret adopté convoque le corps électoral pour l'élection présidentielle le 15 avril 2015. Un deuxième décret fixe à 20 millions de francs CFA, soit 30 489,80 €, le montant de la caution à verser par chaque candidat à ce scrutin. Le troisième décret, également relatif à cette élection présidentielle, fixe à 600 millions de francs CFA le montant total du financement public de la campagne pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015. Le communiqué diffusé par le gouvernement précise également les conditions ainsi que les modalités de sa répartition. Au Togo, le corps électoral est convoqué par le gouvernement sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser et de superviser le scrutin. Dans l'état actuel des choses, et après la suppression en 2002 de la limitation des mandats, rien n'empêche le président Faure Gnassingbé de briguer un troisième mandat de 5 ans, ce que contestent l'opposition et la société civile. Le candidat de la majorité présidentielle sera quant à lui connu ce mercredi au sortir de la convention du parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui se tient à Kara. Pour ce scrutin du 15 avril, 7 personnalités ont déjà annoncé leur candidature dans les rangs de l'opposition togolaise. Porté au pouvoir par l'armée à la mort de son père, qui a gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, Faure Gnassingbé a remporté en 2005 et en 2010 les scrutins présidentiels dont les résultats avaient été contestés par l'opposition. Du Togo, rendons-nous au Bénin. Les acteurs politiques n'ont pas attendu le lancement officiel de la campagne électorale pour les scrutins prévus au titre de l'année en cours pour se jeter à l'eau. À quelques exceptions près, tous les partis politiques sont déjà entrés en campagne. C'est du moins le constat fait sur place par Joël Tondi à travers cet élément que je vous invite à suivre. Depuis la convocation du corps électoral au Bénin, c'est une course effrénée à la montre au sein des partis et alliances de partis politiques. Des meetings et mobilisations de masse tous azimuts s'observent ça et là. L'urgence est à la conquête de nouveaux militants, de sympathisants et partant de potentiels électeurs. L'âme utilisée, la oratoire, et chacun y va de son inspiration. En tant que regroupement visant le développement de la nation, nous trouvons inquiétant le chômage endémique et la pauvreté de nos masses
qui s'accentue de jour en jour. Nous sommes également interpellés par la situation peu réluisante faite dans le pays aux opérateurs économiques nationaux sur fond de jalousie et de volonté manifeste de nuire. Chaque jour avec son opération de charme, mais les week-ends sont les jours favoris pour réunir le grand nombre et donc espérer pouvoir atteindre le maximum d'électeurs. C'est aussi la période par excellence de dévoilement des nouveaux-nés de la scène politique. Militantes et militants, chers camarades, nous nous invitons à nous mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui tapent déjà à nos portes dans notre pays. Une campagne électorale précoce à laquelle presque aucun acteur politique ne résiste. À cette tentation, même le chef d'État béninois, Thomas Bouniaï, avec sa formation politique, y a succombé et y succombe encore. L'institutionnalisation et la constitutionnalisation de la Cour des comptes et l'imprescriptibilité des crimes économiques. Nous pensons que ce sont des valeurs fortes que la FCBE porte et nous devons pouvoir réaffirmer ça dans notre déclaration politique. Dans cette lutte pour siéger au sein des instances de prise de décision, la jeunesse béninoise ne tient plus à se contenter du rôle de faiseur de roi, mais œuvrer pour jouer les premiers rôles, être le décideur de demain. Tchabiaï, fils de l'actuel président en exercice, est l'un de ces jeunes gens qui s'inscrivent dans cette vision. Jeunesse du Bénin debout. Jeunesse du Bénin, l'immobilisme n'est plus une option. Agissons pour notre avenir. Agissons pour notre devenir. Jeunesse du Bénin, osons l'avenir. En violation des textes régissant l'organisation des élections au Bénin, le balai des électeurs ainsi démarré sur les chapeaux de roue se poursuivra sans conteste sous toutes les formes possibles jusqu'à la veille du premier scrutin de l'année pour le peuple béninois, les élections législatives prévues pour se tenir le 26 avril prochain. La Cour constitutionnelle égyptienne a indiqué hier mercredi qu'elle prendrait sa décision concernant la constitutionnalité de la loi électorale le 1er mars prochain, un verdict qui pourrait retarder les prochaines législatives dans le pays. Si la Cour estime que la loi électorale ratifiée en décembre par le président Abdel Fattah al-Sisi est anticonstitutionnelle, eh bien le scrutin pourrait ne pas pouvoir se tenir au printemps comme prévu. Les élections législatives qui doivent se dérouler par étapes entre le 21 mars et le 7 mai prochain seront les premières depuis que Abdel Fattah al-Sisi, alors chef de l'armée, a renversé son prédécesseur, l'islamiste Mohamed Morsi. C'était le 3 juillet 2013. Le précédent parlement, il faut le dire, dominé par les islamistes, avait été dissous en 2012 lorsque la même Cour constitutionnelle avait estimé que certaines dispositions de la loi électorale violait la constitution égyptienne. Et puis, depuis quelques années, le Niger se trouve confronté aux djihadistes opérant entre la Libye et le Mali. À cette situation, il faut ajouter désormais les attaques des islamistes de Boko Haram basés au Nigeria. De fait, Niamey, qui n'a que des moyens limités pour se défendre, se trouve pris en étau. Plusieurs années déjà que le Niger est attaqué par des groupes liés à Al-Qaïda dans le nord et l'ouest de son territoire. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest voit aujourd'hui s'ouvrir un nouveau front. Depuis le 6 février, la région de Difa, frontalière du nord-est du Nigeria, le fief de Boko Haram, est devenue la cible des islamistes. Ces derniers ont conquis en quelques mois, côté Nigeria, des territoires entiers le long de la frontière avec le Niger. Mieux, les insurgés ont recruté de jeunes Nigériens. Toute chose que ce pays, qui est l'un des plus pauvres du monde, a du mal à contrer car disposant de ressources limitées pour sa sécurité. À juste titre, beaucoup d'analystes estiment qu'il n'y aura pratiquement pas de soldats nigériens au Nigeria pour la simple raison que Niamey n'en a pas les moyens. Le gouvernement nigérien a pourtant obtenu l'aval du Parlement pour envoyer 750 soldats au Nigeria pour combattre Boko Haram au sein d'une force multinationale. Dans la région de Difa, le Niger a massé quelques 3000 hommes rejoints par des soldats tchadiens.
Si le Tchad a engagé une offensive terrestre au Nigeria à partir du Cameroun, le Niger se cantonne dans une posture défensive. C'est dans ce contexte que le président Mahamadou Issifou a exhorté le 11 février dernier son peuple à la mobilisation générale contre le groupe armé nigérian qui frappe le sud-est de son pays. Une exhortation lancée depuis Bilma, une localité du nord du Niger, région voisine du sud libyen. Tout un symbole. Toujours au Niger, et cette fois-ci dans la perspective de la présidentielle de 2016, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Bazoum a quitté mercredi son poste. Il a été nommé ministre d'État à la présidence afin de mieux s'occuper des préparatifs de ce scrutin. Son ancien poste est désormais occupé par une dame. Il s'agit de Aïchatou Kane Boulama. Nous allons maintenant parler sport. Pour boucler cette édition, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, n'accorde aucun crédit dans la capacité des entraîneurs locaux à diriger les étalons du Burkina Faso. Cette position du président de la Fédération de football suscite la polémique dans le milieu des techniciens burkinabés. Ces derniers veulent être jugés au pied du mur au lieu d'être stigmatisés. L'analyse de la situation avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Oramba. Ce n'est certainement pas demain la veille qu'un entraîneur burkinabé sera porté à la tête de la sélection nationale des étalons. Alors que le poste de sélectionneur est vacant après le limogeage du technicien belge Paul Put au lendemain de la CAN 2015 où le Burkina Faso a occupé la dernière place avec un bilan catastrophique d'1 point, un but marqué et 4 encaissés, c'est le président de la Fédération burkinabé de football qui jette le pavé dans la mare. Les entraîneurs locaux n'ont pas la rigueur nécessaire pour gérer l'équipe nationale. Certains sont coupables de pratiques douteuses avec les joueurs. Propos de Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, dans l'Observateur Palga du 9 février 2015. Une sortie de Sita Sangaré difficilement compréhensible dans le milieu des entraîneurs locaux qui officient dans le championnat national. Ici, on renvoie le président de la Fédération à revisiter les annales du football burkinabé. À ma connaissance, je pense que les nationaux ont qualifié l'équipe au moins à 2-3 reprises pour une CAN. Je me rappelle Sidiki qui a qualifié l'équipe, aussi Samoté qui a qualifié l'équipe sur le terrain. Le manque de rigueur qui semble caractériser les entraîneurs africains est tout simplement un stéréotype qui cache mal la réalité. Je sais que les entraîneurs nationaux ne sont pas bien traités contrairement aux étrangers. Il faut leur donner ces moyens et les voir à l'œuvre. Parce que ces entraîneurs et expatriés qui viennent là ne sont pas aussi sans choses. Hein. On entend beaucoup de choses et on en voit. Peut-être ils sont plus, je dirais, plus malsains que les nationaux même. Mais ça ne se dit pas parce que c'est des expatriés. Malgré les situations financières difficiles des États africains, rares sont ceux qui font confiance aux entraîneurs locaux. À titre d'exemple, lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale, seulement 3 entraîneurs locaux étaient à la tête de leur sélection nationale contre 13 expatriés. Sur la liste de la trentaine de techniciens qui a postulé pour être sélectionneur national des étalons du Burkina, aucun local n'y figure. Il faudrait aussi pour les entraîneurs locaux commencer par faire acte de candidature auprès de leur fédération si on veut faire bouger les lignes. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne journée en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.